Alors, l'actualité est chargée à Mayotte. Ce premier temps de parole va être consacré à la situation sanitaire. Monsieur le préfet, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, avant qu'on aborde la situation sanitaire, vous vouliez revenir un peu sur les violences en cours à Koungou et à Majicavo. Depuis samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche, on a connu d'abord des affrontements entre bandes. Ça a dégénéré avec la mise en place de barrages pour tenter de faire du racket. Et donc depuis cette nuit, la nuit précédente, celle de samedi à dimanche, on a une présence importante de la gendarmerie qui essaie de maintenir et qui maintient la route ouverte, facilite la circulation et surtout intervient sur ces barrages de façon à les lever. Alors je sais que ça n'évite pas toutes les situations de violence. C'est une situation compliquée sur la route ce matin. Mais voilà, nous sommes là et je le redis, on fait face depuis cette nuit de samedi à dimanche pour éviter que tout cela ne dégénère de façon permanente. Avec des effectifs qui sont déployés sur le terrain pour disperser les bandes, sécuriser aussi pour la population. Oui, c'est vraiment l'objectif, être présent, pouvoir empêcher que ça dégénère, on trouve l'ordre public encore plus important, protéger la population, surtout lever les barrages, rétablir la circulation et être présent. Voilà. Alors, l'objectif de ce premier temps de parole, c'est de parler de la situation sanitaire, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est important à Mayotte. Les chiffres de l'ARS montrent une inflexion à la fois du nombre de cas entre les deux derniers bulletins qui ont été publiés. Moins de cas, moins d'hospitalisation, un taux d'incidence qui a perdu 500 points en quelques jours. Est-ce qu'on peut se dire que c'est derrière nous ? C'est encore un peu tôt, probablement. D'abord parce que même avec un taux d'incidence à 1600 pour 100 000 habitants, on est presque 2 fois plus élevé qu'au moment de la vague du variant sud-africain, oui, la première de l'année dernière. Donc le taux de contamination reste très élevé, la circulation du virus est active. Le taux de positivité au dépistage reste supérieur à 30%. Et donc on a encore une série de signes inquiétants et on n'est pas tout à fait sûr avec le directeur général de l'ARS qu'on a bien passé encore la vague de la rentrée scolaire et des retours de vacances. Donc c'est pour ça qu'on appelle encore à la vigilance. Ça pourrait être un effet conjoncturel, on a moins testé, ça peut être ça ? Alors non, on n'a pas moins testé, parce que les chiffres le montrent et d'ailleurs le taux de positivité, lui, ne baisse beaucoup moins vite que le taux d'incidence. Non, on pense que c'est probablement une réelle inflexion, mais il faut lui laisser le temps de s'installer et surtout ne pas lever trop vite les gestes barrières, les mesures de protection que nous avons mises en place, et en particulier 2 mesures importantes, le télétravail et le couvre-feu. Alors justement, ce télétravail, ce couvre-feu, est-ce que c'est bien respecté par la population mahoraise ? Le couvre-feu, oui. On a des contrôles toutes les nuits. On a contrôlé depuis la mise en place plus de 1000 personnes et on fait 5% de verbalisation. Et les forces de l'ordre qui sont dans la rue, parce que moi je respecte le couvre-feu, mais les forces de l'ordre qui sont dans la rue me disent que la circulation a réellement baissé et les gens que nous contrôlons sont ceux qui doivent sortir pour des motifs impérieux. Sur le télétravail, c'est plus compliqué parce qu'on sait qu'il faut des réseaux, une organisation. En tout cas, moi j'ai vu en une semaine l'administration territoriale et l'administration de l'État se mettre en ordre de bataille et on est passé en une semaine de quelques agents qui faisaient du télétravail à plus de 40% dans l'administration de l'État pendant une durée de 3 jours par semaine. Donc cette limitation de la circulation et des déplacements favorise le rétablissement de la situation. En tout cas, ça se voit sur les bouchons parce qu'il y en a moins. Oui, probablement. C'est très visible. Bon, vous voyez que c'est aussi à ces signes-là qu'on s'aperçoit d'un certain respect. Moi, je voudrais remercier les Mahoraises et les Mahorais de leur attitude pendant cette période. J'ai eu beaucoup de retours positifs. Disant oui, on accepte, protégez-nous, c'est la santé des Mahorais. On a mené beaucoup de consultations avec les élus. Voilà, globalement, je pense qu'il y a un vrai respect de la part des Mahorais et ça se sent. Et puis deuxième point, ça a été le succès des campagnes de vaccination pendant la période précédant les fêtes, du mois d'octobre jusqu'à Noël, où réellement on est passé d'un taux très faible à plus de 70% de la population vaccinée à 2 doses. Et ça joue incontestablement sur la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire une circulation rapide du virus, mais pour l'instant, peu d'impact sur le système hospitalier.
Alors justement, c'était la question que j'allais vous poser. Fin décembre, le CHM a lancé son plan blanc, hein, épidémie de Covid, de bronchiolite, de grippe, enfin bon, plein de problèmes. Comment va l'hôpital, là, maintenant ? Il est dans la situation que vous venez décrire, c'est-à-dire c'est tendu, les services sont pleins, les urgences nous signalent qu'on a énormément de monde. Oui. Et en réanimation, il y a aussi énormément de monde, mais ce n'est pas directement lié au Covid. Parce qu'il y en a 5 pour le Covid. Oui, pour le Covid aujourd'hui, alors les chiffres varient jour après jour. Tant mieux, c'est bon signe. Tant mieux, et avec des gens qui sortent. Mais globalement, on reste dans une situation fragile à l'hôpital, ce qui n'est pas une nouveauté hein, à Mayotte. Mais voilà, les impacts de la crise, de la nouvelle vague Covid sont plutôt limités. Des renforts étaient annoncés hein, avec la réserve sanitaire, avec des sages-femmes, enfin des personnels devaient venir renforcer les équipes. Ces renforts sont arrivés, ils ont donné de l'air au CHM. Alors le directeur général de l'ARS le dirait mieux que moi, mais oui, une partie de la réserve et des renforts qui étaient demandés au regard de la crise, hein, mais d'une façon plus générale, sont arrivés. Ce que le CHM et l'ARS ont prévu, c'était en cas d'augmentation de l'impact de la crise, d'avoir des dispositifs qu'on puisse activer en 48 heures, et en particulier une réserve militaire de réanimation. Le dispositif est prêt. De la même façon, il faut remercier le conseil départemental, la ville de Mamoudzou, des efforts qui ont été dégagés pour mettre en place en cas de besoin des équipements supplémentaires et des lieux d'accueil. Mais pour l'instant, merci, mais on tient, et effectivement on a une toute petite lueur d'espoir. Ce qu'on dit simplement, c'est respectons les gestes barrières, respectons les règles pour que cette lueur d'espoir que nous percevons là se maintienne et qu'on continue avec la baisse des taux d'incidence. Et justement, les chiffres, monsieur le préfet, qui sont publiés par l'ARS, est-ce qu'ils reflètent bien la réalité de la circulation de l'épidémie? Parce qu'on sait qu'avec le variant Omicron qui est dominant à Mayotte, on n'est pas extrêmement malade. Est-ce que le virus ne circule pas beaucoup plus? On disait la semaine dernière que 30% des personnes en situation irrégulière que vous interpelliez, et vous en interpellez quand même un certain nombre, étaient positifs au Covid. Alors est-ce que ça ne circule pas beaucoup plus? Non mais 30%, c'est exactement le même taux que le taux de positivité dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai. 30% de la population à Mayotte est à un moment donné positif. Donc obligatoirement on en a plus. En tout cas, ça reflète une grande part de la situation. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur des taux d'incidence bien plus élevés que la crise de début 2021. Oui. Et donc voilà, on a quand même une vision réelle dont on peut tirer probablement 2 conclusions. Circulation du virus actif, beaucoup de malades, mais pour l'instant, un impact sur le système de santé qui est heureusement moins fort qu'on ne le pensait à un moment donné. Par contre, l'impact sur la société est important. Enfin, moi, je mesure aujourd'hui, je le disais, les efforts de l'administration, mais aussi ceux des entreprises, confrontées à un absentéisme important et obligées de mettre en place le télétravail. Je voudrais là aussi remercier les chefs d'entreprise, les directeurs d'administration, des efforts qui ont été faits pour maintenir les services à la population et le service public, et pour avoir des contacts fréquents avec les uns et les autres. Je sais que c'est tous les jours un exercice difficile. Alors, parmi les secteurs économiques qui ont été touchés, il y a un secteur dont on a peu parlé, mais qui a un peu donné de la voix, c'est le secteur des taxis. Les demi-jauges ont été rétablies, donc dans les taxis, on divise par 2 le nombre de personnes. Quelles sont les compensations financières que les taxis légaux, hein, évidemment, vont pouvoir demander pour pallier cette demi-jauge? Alors le ministre Bruno Le Maire a annoncé dès le 5 janvier que les entreprises et les petites entreprises qui seraient impactées par des mesures spécifiques de la crise bénéficieraient de mesures de solidarité. Celles-ci sont en train de se mettre en place. La semaine dernière, c'est tenu à Paris, mais j'avais écrit au ministre de l'Outre-mer pour signaler la situation à Mayotte, des réunions qui sont en train de mettre en place les mesures. Donc voilà, on a quelques secteurs plus particulièrement touchés, qui sont impactés par l'arrêté préfectoral ou les mesures prises au niveau national, qui seront soutenues sur le plan économique. Et puis on a essayé, vous l'avez vu, de maintenir cette activité. Alors c'est vrai, demi-jauge, mais pas d'impact par exemple sur la barge qui permet les transports. Ouais. C'est vrai qu'on a maintenu des dérogations pour l'hôtellerie, restauration, sous réserve d'avoir le pass sanitaire. Et c'est un point positif parce que ceux-là sont contrôlés de façon régulière et on voit qu'il y a un vrai respect des règles.
règle. Alors les restaurants, les bars, vous l'évoquiez, eux aussi vont être accompagnés ? Dans la mesure où on aurait des pertes de chiffre d'affaires, des difficultés particulières, sont des points qui restent à régler. Je vous le dis, pour les bars et les restaurants, les mesures de restriction qui ont été prises la semaine dernière permettent de continuer à aller au restaurant jusqu'à 22 h, sous réserve de revenir du restaurant avec sa note, et puis de pouvoir présenter évidemment son passe sanitaire. Donc voilà, ça fait partie du dialogue que j'ai tenu avec les organisations patronales pour voir comment on pouvait soutenir l'économie, parce qu'on sait bien ce que veut un chef d'entreprise, c'est pas être aidé, c'est travailler. On est d'accord. S'agissant de la vaccination, on l'a abordé rapidement tout à l'heure, en métropole, avec tout ce bruit, ces débats sur le pass vaccinal, la primo-vaccination de ceux qui ne l'étaient pas encore a commencé à montrer quelques signaux positifs. Est-ce que c'est pareil à Mayotte? Est-ce que cette crise Omicron-là conduit vers les centres de vaccination des nouvelles personnes qui n'étaient pas encore vaccinées? Incontestablement, on a connu, après la grande période de l'automne dont je parlais tout à l'heure, probablement une baisse des vaccinations, un moindre intérêt. Là, beaucoup de gens, puisque c'était jusqu'à 77% de la population éligible, avaient les 2 doses de vaccins. Avec le DG de l'ARS, nous avons relancé la campagne. Ce qui nous intéresse aujourd'hui le plus, c'est de renforcer l'immunité avec la 3e dose. Et ça marche ? Oui, on a une reprise depuis une dizaine de jours. On est à combien là à peu près sur la 3e dose ? On a fait 15 000, c'était les derniers chiffres que j'avais en fin de semaine dernière. Évidemment, ça reste très faible, mais on a une vraie montée sur la 3e dose. Et puis alors, ce qui est important, c'est de pouvoir conserver son passe vaccinal et donc de faire la 3e dose au moment où ça vient par rapport aux vaccinations antérieures. Et puis deuxièmement, vous l'avez souligné tout à l'heure, le pass sanitaire est en train d'évoluer. Il restera valable si on a la 3e dose 5 mois après les 2 doses de vaccin. Donc on invite les gens à continuer à se vacciner de ce côté-là. Et puis ensuite, l'Assemblée nationale a adopté dimanche le pass vaccinal. Oui. Donc on va passer au fur et à mesure au pass vaccinal. Si on veut continuer en particulier à voyager ou avoir un certain nombre d'activités, il faudra avoir un pass vaccinal à jour. Je crois que les Mahorais ont montré qu'ils comprenaient ça et donc ils sont attachés à la vaccination. Il reste probablement 2 catégories. On sait que paradoxalement à Mayotte, les plus de 65 ans sont un peu moins vaccinés qu'en métropole et sur le reste du territoire national. Alors on fait beaucoup d'allers verts, on mobilise les CCAS, on essaie de sensibiliser particulièrement ceux qui n'ont pas encore été vaccinés dans cette catégorie de population. Et puis ensuite, dans les semaines qui viennent, on va essayer de passer à la vaccination des 5-11 ans. Importante aussi, qui finit de couvrir le spectre. Et donc, c'est un sujet que nous travaillons aujourd'hui avec le recteur et le directeur général de l'ARS. Alors, monsieur le préfet, difficile de parler de situation sanitaire à Mayotte sans parler de la situation de l'eau, parce que c'est vrai qu'on fait focus sur le Covid, mais il y a aussi l'eau. En fin de semaine, la SMAE a annoncé la fin de la pollution au manganèse. Oui, depuis déjà plusieurs semaines, on sait que les taux de manganèse dans l'eau avaient considérablement baissé. C'est l'effet de mesures de correction mises en œuvre par la SMAE et que nous avons suivi avec le syndicat intercommunal pour sa mise en œuvre. On a attendu que les choses soient faites dans le temps pour lever les restrictions sur l'utilisation par les enfants de moins de 4 ans. Mais la situation, voilà, c'est une fois qu'on a eu cette garantie, et ça fait donc plusieurs semaines. Donc ça, c'est un premier point. Déjà, on peut l'utiliser sans avoir peur et on peut consommer... On peut boire de l'eau sans problème. Alors, on pouvait boire de l'eau sans problème précédemment. Il fallait faire attention pour les enfants de moins de 4 ans. Il ne fallait pas consommer l'eau du robinet pour les enfants de moins de 4 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus de restrictions de ce côté-là. Alors évidemment, on reste confronté aux mesures de coupure d'eau. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine pour chaque commune. Vous allez nous annoncer peut-être une bonne nouvelle bientôt ? Aujourd'hui, avec le démarrage de la saison des pluies, et si les perspectives de Météo France sont les bonnes, on peut espérer une levée d'une partie des restrictions dans les semaines qui vont venir. On prend encore le temps avec le SMEAM et la SMAE avant d'annoncer ça parce qu'il faut que tout se déroule normalement et en particulier on a encore des travaux
La SMAE fait encore des travaux sur le réseau. C'est normal, il faut l'entretenir. L'absence d'entretien du réseau est une raison des difficultés que nous rencontrons. Et donc, tant qu'on a ces travaux, on ne va pas prendre de risques, hein, et on va maintenir les coupures d'eau. Voilà, je pense qu'on en a encore pour jusqu'à la fin du mois. Donc peut-être qu'en février, on n'aura plus qu'une seule coupure. J'espère. On n'en sait plus sur les origines de la pollution au manganèse, parce que c'est des questions que la population se pose. Pourquoi cette pollution ? Alors, je n'ai pas d'explication totalement avérée aujourd'hui. En tout cas, on pense deux choses. La première, c'est que la baisse des réserves, qui est une réalité pendant la saison sèche et avant qu'on aborde la saison des pluies, dégrade la qualité de l'eau d'une façon générale. Et donc, a obligé la SMAE à prendre sans cesse des mesures rectificatives pour maintenir la qualité. En fait, ce n'est pas une pollution extérieure, c'est un phénomène naturel. Oui, c'est un phénomène d'accumulation, et en particulier l'action menée par la SMAE de nettoyage des réservoirs, qui a été menée après les vacances de Noël et qui se poursuit, là, qui est encore en cours, a pour objectif d'éviter que le manganèse ne reste dans les réservoirs. Et donc effectivement, c'est plutôt de l'accumulation avec le temps que des pollutions accidentelles, et les travaux qui sont en cours devrait permettre de gérer ce sujet sur le moyen terme. Alors la stratégie de communication des autorités sur les coupures, sur les pollutions au manganèse, je pense à ça, sur les travaux, sont aujourd'hui la prérogative de la SMAE. La préfecture ne communique pas, le SMEAM ne communique pas. Pourquoi ? C'est pas une prérogative, hein. C'est la SMAE qui est responsable de la production d'eau potable. Elle le fait pour le compte du SMEAM, et avec un préfet qui, grâce à l'ARS, contrôle la qualité de l'eau. Oui. C'est la SMAE qui est responsable de la production. C'est à eux d'expliquer aux Mahorais les difficultés rencontrées et les mesures qui sont prises. Alors, elles sont prises en accord avec le SMEAM et en accord avec la préfecture, mais c'est bien l'exploitant qui gère son réseau. De la même façon, il y a un programme de travaux. On a négocié avec le président du SMEAM à la fois le règlement d'un certain nombre de dettes, parce qu'il ne faut pas se cacher quand même que du côté du SMEAM, la situation financière était non seulement difficile, mais manifestement, elle pose des problèmes aussi à la justice. Donc avec la nouvelle équipe, on s'est mis en ordre de bataille à la fois pour mettre en place un programme d'investissement et avec le conseil départemental, gérer les problèmes de dette et d'arriérés. Pour autant, il faut un gros programme d'investissement. Oui. Ce programme, il est de la responsabilité du SMEAM. L'État apporte des financements, soutient cette activité, mais le SMEAM, qui entre parenthèses a d'ailleurs refusé de signer le pacte sur l'eau en disant « je suis responsable », doit conduire le programme d'investissement. Mais ça, on est dans une nouvelle période pour Mayotte dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. On est dans une période où on co-construit avec les collectivités locales parce qu'on apprend la décentralisation. Et ça nous amènera peut-être tout à l'heure au projet de loi Mayotte. Exactement. Dernière question sur ce premier temps de parole, qui ont un peu défrayé la chronique ces dernières semaines, le prix des bouteilles d'eau. Est-ce que vous allez agir pour que l'on puisse retrouver dans les magasins des réserves d'eau à des prix normaux? Parce que quand même, 1,50 € la bouteille d'eau d'1,5 litre, c'est excessif. Alors c'est excessif, et on a agi effectivement, y compris auprès des armateurs et pour les livraisons, de façon à accélérer un certain nombre de livraisons et à remettre de l'eau en bouteille premier prix sur les rayons, parce que c'est de ça, hein, dont on parle. Voilà, j'espère que ça va payer. On a des livraisons qui sont des stocks flottants et des livraisons qui sont en cours. Après, il y a deux choses qui se sont passées assez naturellement. La première, c'est que les distributeurs ont eux-mêmes évité de mettre en permanence sur le marché tous les stocks d'eau disponibles pour éviter que les stocks ne se constituent. Et donc en fait, ils ont lâché les bouteilles d'eau jour après jour, et en empêchant les gens d'acheter, de constituer des stocks. Donc ça crée un peu d'interférence. C'est difficile à comprendre pour celui qui voudrait repartir avec 2 ou 3 packs et à qui on dit non, vous avez simplement droit à 6 bouteilles. Et deuxièmement, il y a probablement en dehors des distributeurs, et très souvent avec peut-être de la vente au marché noir, employons les mots. On pouvait en trouver sur les réseaux sociaux. Des gens qui ont fait monter les prix. Là-dessus, j'ai demandé au service de l'État d'intervenir, de faire des contrôles et donc
à la DGCCRF, qui aujourd'hui travaille sous l'autorité de la direction du travail, d'intervenir dans ce domaine et de faire des contrôles. Donc on va pouvoir retrouver une situation normalisée d'ici combien de temps entre la possibilité de consommer de l'eau, oui. les stocks qui arrivent, etc. Là aussi, petit à petit, la situation va se rétablir. Mais vous savez, on vit dans un contexte de livraison maritime, de liaison maritime qui est extrêmement compliqué. Oui. Alors on a de la tension sur l'eau, mais on surveille l'ensemble des livraisons maritimes pour qu'on n'ait pas de problème alimentaire, au moins sur les produits de base. Et puis on sait qu'on est dans une période dans laquelle le risque de redémarrage de l'inflation est réel. Les prix peuvent avoir tendance à augmenter. On les suit, on y fait attention. Vous avez vu que sur l'essence, on a un vrai, et les carburants, on a un vrai contrôle. Voilà, donc là aussi, on espère que cette situation va petit à petit s'améliorer. Mais il faut que les Mahorais le sachent. Nous sommes dépendants du commerce international maritime. Vous avez été surpris par le vote des élus du conseil départemental jeudi qui a émis un avis défavorable sur le projet de loi proposé par le gouvernement ? Alors si on le prend sur le long terme, oui, j'ai été surpris parce que ça faisait plusieurs mois qu'on travaillait sur le sujet. Il y avait la période de concertation menée par mon prédécesseur, tout le travail qu'on a fait dans cette période intermédiaire. Sur le résultat final et après avoir été présenté à une partie du conseil départemental, des maires et de la société civile, le projet de loi Mayotte à l'invitation du président Ben Issa, j'ai été moins surpris. J'ai compris qu'à un moment donné, le conseil départemental était en train de faire le choix de ne pas se prononcer favorablement parce qu'il considérait que le projet était insuffisant et que dans ce cas-là, il valait mieux être défavorable que d'essayer de continuer à l'accompagner. Alors, le directeur de cabinet adjoint du ministre des Outre-mer est venu pour tenter de déminer un peu la situation, dont on sait que depuis fin décembre, là, ça montait un peu, on se préparait à ce vote. Ça n'a pas suffi. Est-ce que le gouvernement a fait suffisamment de pédagogie sur la loi d'un côté, le contrat de convergence de l'autre, ces 85 propositions, cette gestion par ordonnance? Est-ce que la population et les élus ont bien compris comment ça allait fonctionner tout ça? Manifestement non, puisqu'on a cet avis défavorable, en tout cas du conseil départemental, ou du moins il a fait comme s'il ne le comprenait pas, parce que je n'ai pas de doute sur le fait qu'au conseil départemental, un certain nombre d'élus sont bien au courant de la façon dont ça fonctionne. Mais reprenons depuis le début, le directeur adjoint du cabinet du ministre est venu plusieurs fois à Mayotte rencontrer les élus. En réalité, je reviens une nouvelle fois, gros temps de concertation au printemps dernier, 780 propositions. Quand on dépouille les propositions, quand on regarde, on se dit tiens, il y en a un certain nombre qui en fait ne relèvent pas de la loi, mais qui relèvent soit du réglementaire, soit de la mise en œuvre immédiate. Et donc immédiatement, le gouvernement se met au travail en disant, et d'ailleurs je l'ai dans ma feuille de route, allez-y, dans tel domaine, on met en œuvre telle mesure, prendre le domaine de l'immigration et de la sécurité, la commande des 2 intercepteurs supplémentaires, la pérennisation de la surveillance aérienne, les ordonnances si on prend la convergence sociale. Et donc, on commence à mettre ça en œuvre. Et pendant toute cette période, on a à Paris, alors c'est vrai, c'est à Paris, parce que c'est le travail du Parlement et du gouvernement, un travail de rédaction de la loi. Et d'arbitrage aussi sur les mesures. Et d'arbitrage sur les mesures. En interministériel, et je me suis laissé dire que parfois ça avait été très chaud et que le ministère des Outre-mer s'était plus que battu pour obtenir des dérogations ou des accords. Vous savez, faire un projet de loi Mayotte, c'était un engagement pour le ministre et en même temps c'était un pari. D'ailleurs, on le voit bien finalement de la façon dont ça a été reçu. Il y a très peu de territoires qui ont la chance de pouvoir bénéficier d'une loi qui porte leur nom et qui va permettre d'être inscrit en Conseil des ministres. On aurait pu passer un certain nombre de mesures dans la loi 3DS, ailleurs, etc. Non, le ministre Lecornu fait le choix de dire « je m'engage pour Mayotte » avec une loi, et puis à côté de cette loi, on a une série de mesures réglementaires, on a une série de mesures politiques qu'on va mettre en œuvre, et puis on vient avec un certain nombre de crédits, parce qu'aujourd'hui, on a quand même le contrat de convergence et transition. 1,8 milliard.
Ouais, 1 milliard. 6 plus 200 millions d'amendements. Voilà. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent et qui servent à financer des projets concrets tous les jours. Bon, on l'a vu, les efforts sur les écoles, les efforts d'équipement. La piste longue. Et puis alors les projets qui sont en train de se structurer, je le disais, hein, la piste longue, ne nous leurrons pas, elle est là, la piste longue. C'est-à-dire que l'État a déjà engagé de l'argent, plusieurs millions d'euros. Il y a déjà plusieurs dizaines de personnes qui travaillent au quotidien sur la mise en place de la piste longue, à commencer par le chef de projet. D'ailleurs, il y a un article voilà. Dans France Mayotte Matin aujourd'hui sur des orientations techniques qui ont été communiquées. Ah mais tous les jours, on a des choix dans lesquels on avance. Et d'ailleurs, le projet de loi Mayotte, dont on dit, ah oui, mais la piste longue n'est pas dedans. Ben non, la piste longue n'est pas dedans, mais il y a dedans des dispositions qui permettent d'accélérer les procédures administratives et de les simplifier pour la construction de la piste longue, pour aller plus vite. Voilà, donc on est en train de confondre la mise en place de dispositions législatives qui accompagnent Mayotte sur le long terme avec des projets d'équipement ou des projets qui, eux, sont déjà en cours de réalisation. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, votre feuille de route, vous avez reçu dans le courant de la semaine dernière une circulaire co-signée par le ministre de l'Intérieur et le ministre des Outre-mer qui vous donne 6 pages de travail à faire en matière de sécurité et d'immigration clandestine. Alors, vous imaginez bien, j'ai lu avidement ce document, mais si vous faites tout ça, on n'a plus de problème à Mayotte. Moi, Écoutez, j'en prends acte. Non, mais cette feuille de route est énorme, en fait. Non, elle est énorme, mais elle n'est pas une surprise. Alors, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, expliquez-nous. D'abord, parce que quand les deux ministres sont venus au mois d'août, on a parlé ensemble des conclusions qu'on devait tirer de la concertation et ce qu'on pouvait mettre en œuvre. Et donc, en fait, on s'est aperçu qu'en matière de sécurité et de lutte contre l'immigration clandestine, il existait un certain nombre de mesures mises en place, en particulier depuis 2017 et l'opération Chicandra, qui n'avaient jamais fait l'objet d'un regroupement et d'une formalisation. Et donc là est né, mais c'est à partir de la concertation et dans le cadre de l'élaboration de la loi Mayotte, l'idée qu'on pouvait faire une circulaire régalienne qui allait donner aux préfets et aux forces de l'ordre des instructions clarifier et regrouper pour intervenir dans tous les domaines qui permettent d'être présents là. Et donc voilà, et on a passé plusieurs semaines et on a eu de nombreuses réunions de travail avec les services du ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer pour écrire cette circulaire qui en fait, sur laquelle j'ai été consulté de façon régulière. Alors, vous avez quoi comme moyens supplémentaires pour mettre tout ça en musique? Parce qu'il y a beaucoup de travail. Alors, effectivement, comme vous le dites, des choses qui sont déjà faites, mais qui sont plus cadrées. Mais il y a aussi des choses nouvelles, des renforcements. Comment on fait? Vous avez de l'argent en plus, des hommes en plus, des moyens en plus? Alors, vous savez, régulièrement, on travaille avec le ministre de l'Intérieur sur l'amélioration des moyens. Donc oui, on a des voitures, du matériel. Vous vous rappelez, quand le ministre est venu, ça pouvait paraître symbolique, mais il a porté une paire de jumelles sur un intercepteur pour la PAF. Une paire de jumelles comme celle-là, ça vaut 50 000 €. Voilà, y compris d'ailleurs ce que les impôts locaux qu'on peut payer ici. Hein. Mais donc ça, c'est un processus d'amélioration continue. Alors je vous disais tout à l'heure deux exemples très concrets. Le premier, si on avait expérimenté la surveillance aérienne, voilà, aujourd'hui la surveillance aérienne est pérennisée. On a un marché qui est en train de courir aujourd'hui que nous avons signé avant les vacances de Noël et qui permet de pérenniser la surveillance aérienne pendant l'année 2022. Et puis on est déjà en train de lancer le marché suivant pour cette pérennisation. De la même façon, 2 intercepteurs supplémentaires livrés pour l'ensemble des forces de l'ordre. En parallèle, on s'est mis en ordre de bataille pour ce qu'on appelle la maintenance en conditions opérationnelles, parce que c'est pas tout d'avoir des intercepteurs, il faut qu'ils marchent. Bien sûr. Il faut que ça fonctionne. Et donc, on a négocié avec le ministère de la Défense. Et par exemple, chacun, le ministère de l'Intérieur comme le ministère de la Défense, se sont engagés à mettre de l'argent sur les crédits d'entretien. Et donc, ça a déclenché l'achat des intercepteurs qui aujourd'hui sont en train d'arriver à Mayotte. Alors, dans la feuille de route, notamment sur la lutte contre l'immigration clandestine, vous avez
la mission d'augmenter, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, les enquêtes et de vous appuyer davantage sur le GELIC pour pouvoir lutter contre les marchands de sommeil, le travail illégal et tous les trafics au sens large qui rendent l'immigration clandestine possible. Les effectifs du GELIC et donc les hommes et femmes qui vont faire les enquêtes vont être plus nombreux? Alors vous savez, les effectifs ont été largement augmentés depuis 2017. Et c'est d'ailleurs les premiers mots de la circulaire. Et puis si vous vous rappelez bien, ça a été mes premiers mots ici, en disant je peux pas je peux pas arriver et demander au ministre de l'Intérieur de me redonner des hommes et des femmes alors qu'on en a déjà eu beaucoup et donc il faut optimiser. Ce qui permet d'optimiser aujourd'hui, c'est la création du GELIC, le regroupement dans une structure copilotée police, gendarmerie, en lien avec le procureur et sous le contrôle de la sous-préfète en charge de la lutte contre l'immigration clandestine, d'une structure qui est dédiée à ça. Et en fait, chacune des actions qu'on mène avec le CODAF, avec la douane, avec le GELIC, avec la police, la gendarmerie, elle est conçue dans l'esprit de on va combattre l'immigration clandestine. Et donc on va s'attaquer à ceux qui sont en situation irrégulière, mais aussi à ceux qui les font venir et à ceux qui les emploient, et démonter les trafics avec ces états-majors, là, avec des enquêtes approfondies. Ça participe de cette lutte contre l'immigration irrégulière. Alors là, on vient de parler effectivement de l'amont de l'immigration clandestine. Parlons de l'aval, du travail des forces de l'ordre. Je crois qu'on ne peut pas nier aujourd'hui que les gendarmes et que la police sont sur le terrain en permanence et font tout ce qu'ils peuvent pour arrêter les délinquants. Malheureusement, les délinquants quelquefois sont mineurs et la justice ne les incarcère pas. Est-ce que ce n'est pas un mauvais message qu'on envoie à toutes ces racailles de relâcher en permanence ces jeunes sous prétexte qu'ils sont mineurs, alors que bon, Koungou, Miri-Réni, la violence, elle est inouïe. Vous savez, il faut la loi française protège les mineurs dans un certain nombre de cas et en même temps elle les sanctionne, c'est-à-dire qu'en réalité le quartier des mineurs à Magicavo est plein et pour en avoir parlé longuement avec le procureur, je sais qu'il a une politique pénale qui est stricte. Ce qui est certain, c'est que probablement nous aurions besoin de structures à Mayotte. Je vous rappelle que les ministres ont proposé qu'on ait un centre éducatif fermé. Mais il n'a pas encore été officiellement annoncé, ni dans le texte de la loi Mayotte, ni dans votre circulaire. Moi, j'espérais à la lecture que ça allait être annoncé. C'est une décision qui dépend de la justice. Donc, on va laisser la justice produire ses propres textes. Éric Dupond-Moretti n'a pas pu venir pour des raisons sanitaires. Oui. Mais je suppose qu'il avait ça. Mais je ne vais pas remplacer le ministre de la Justice et faire les annonces à sa place. Mais en tout cas, dans les discussions interministérielles, on a toujours suivi le centre éducatif fermé. Et surtout, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est une nouvelle fois dans le comité départemental de prévention de la délinquance et dans les rapports fréquents que j'ai avec le procureur prête une véritable attention à la délinquance des mineurs. Et en tout cas, quand on établit, il demande des sanctions. Et il y a une réalité d'une politique pénale qui est dure. Et je pense que là aussi, les Mahorais ont peut-être du mal à le comprendre. Mais en réalité, la politique pénale qui est menée à Mayotte est dure. Elle est parfois plus dure que celle qui est menée en métropole. Si vous le dites. C'est pas toujours très visible, mais si vous le dites. Vous êtes un préfet, donc vous êtes évalué, c'est la logique de tous les préfets de France. Vous avez une feuille de route donc très chargée, vous allez être évalué. Est-ce que sur ces résultats que vous allez obtenir, est-ce que c'est un gage de réussite finalement et un gage de votre implication en tout cas pour réussir? On peut y croire? Vous savez, ce qu'a fait le gouvernement aujourd'hui d'Édouard Philippe puis de Jean Castex, ça a été d'introduire dans le management de la fonction publique la notion de performance et d'évaluation. Absolument. Donc aujourd'hui, effectivement, un préfet est évalué sur ses résultats. J'ai une feuille de route interministérielle signée par Jean Castex, d'une part qui touche à tous les aspects du travail de préfet, de la sécurité, la lutte contre l'immigration clandestine, mais le développement, la convergence sociale, etc. Et je rends compte une fois par an au Premier ministre de sa mise en œuvre. Et d'ailleurs, je réunis de façon régulière les chefs de service de l'État parce que je ne fais pas ça tout seul. Bien sûr. On est en équipe, je ménage. C'est important. Voilà, c'est important. Et donc on le fait. Évidemment, il y a une part dans la sécurité
et l'immigration clandestine, c'est une part importante de mon travail. Donc oui, je suis évalué là-dessus. Le fait d'être évalué, ça participe de ma motivation. Évidemment. Mais de la même façon, vous savez, je fais aussi ce métier parce que je suis motivé. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire, maintenant, ma motivation, on va trouver à l'échelonner et on va pouvoir dire, ça, on a réussi à le faire, ça, on l'a moins bien fait. C'est plus objectif. Et puis surtout, on peut enclencher des politiques de qualité. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est oui, il faut réussir et savoir où on en est. Mais vous connaissez le circuit, c'est je constate ce que j'ai fait, je regarde si j'ai des axes d'amélioration, je prends des mesures correctives, je mesure les résultats et je continue. Et vous savez que c'est ma philosophie, on avance avec des petits pas, on fait on commence à tracer des lignes, on persévère. Et donc je suis moi un adepte du pilotage par la performance et donc du fait qu'à chaque fois il faut se remettre au travail. Alors, Monsieur Lecornu l'a fait, vous l'avez refait derrière. Une nouvelle collaboratrice, alors je sais que c'est une femme, donc une nouvelle collaboratrice va arriver dans votre cabinet prochainement. Elle va être en charge de la lutte contre l'habitat insalubre. Elle arrive quand? Sa feuille de route, ça va être quoi? Et elle a quel profil? Alors, un expert de haut niveau, donc un fonctionnaire de catégorie A+, spécialement dédié et financé pour lutter contre l'habitat illégal et insalubre à Mayotte. C'est un des fruits de la mise en œuvre de la loi Elan, impulsée par Jean-François Colombet et que j'ai poursuivi et que je vais poursuivre avec détermination. Et l'objectif, c'est de mieux intégrer le dispositif de décasage de la loi Elan dans l'ensemble des politiques du logement. Depuis la résorption de l'habitat insalubre, le renouvellement urbain qu'on mène avec le maire de Mamoudzou et le maire de Koungou et les deux maires de Petite Terre, jusqu'à la production du logement social ou du logement intermédiaire et l'accès au logement social. Donc dans chacun, j'ai des services qui travaillent là-dessus, l'experte de haut niveau qui va nous rejoindre probablement dans le courant du mois de février. D'accord. Elle est centrée à côté du secrétaire général adjoint Jérôme Millet sur la problématique de la loi Elan, mais elle l'étend sur l'ensemble de ces dossiers. Et elle est spécialisée du logement social, je crois. Elle a une très grosse expérience sur ce domaine-là. Elle était directrice adjointe sur le logement social dans les Hauts-de-Seine, donc elle a travaillé sur l'ensemble des dispositifs. Depuis la destruction des squats jusqu'à l'accès au logement. Et donc voilà, on voudrait avoir un continuum dans ce domaine. Les prochains décasages vont reprendre quand? Après les déboires au tribunal administratif? Alors là, on est en train de tirer les conclusions des décisions du juge. Oui. Le juge dit la loi Elan vous permet de décaser, mais vous devez respecter les conditions de la loi. Et à un moment donné, il dit monsieur le préfet, vous ne l'avez pas fait. Donc aujourd'hui, on est en train d'en tirer les conclusions. Ceux qui considèrent d'ailleurs qu'on ne le fait pas bien ont redéposé à nouveau sur l'opération de Bandrélé. L'opération de Bandrélé. Donc voilà, on est en train de prendre ça un par un. Et pour moi, c'est une question de semaine. D'ailleurs, on continue à travailler avec les élus et je les en remercie sur la détermination d'un certain nombre de sites dans lesquels on fait la programmation pour la totalité de l'année 2022. C'est déjà la fin de ce temps de parole, monsieur le préfet. Ça va très vite. J'avais encore plein de choses à voir avec vous. Vous serez d'accord pour revenir sur le plateau? Je reviendrai sur le plateau, mais je vais prendre le temps de travailler encore d'ici là. Et je reviendrai vous voir, c'est promis. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.